Les immenses portes en chêne de la cathédrale Notre-Dame de Reims s'ouvrirent en grand, fendant le silence lourd et parfumé de la nef. Devant, près de l'autel, le maire Alain Dubois s'interrompit au milieu de sa phrase. Son éloge funèbre pour la femme qu'il avait passé 40 ans à tourmenter resta suspendu dans l'air, inachevé. Je franchis le seuil. Le cliquetis distinct et rythmé de mes médailles contre mon uniforme de cérémonie résonna contre le plafond voûté en pierre, plus strident que n'importe quelle cloche d'église. Les têtes se tournèrent. 500 des plus riches donateurs, politiciens et personnalités mondaines de la ville se retournèrent sur leurs bancs, un hoquet de surprise collectif se propageant parmi eux comme une vague. Alain se figea. Sa main agrippa le pupitre si fort que ses jointures blanchirent. Son regard se riva sur moi, puis se tourna vivement vers le commissaire, qui se tenait dans l'ombre de l'allée latérale. Je pus voir ses lèvres bouger, formant la question silencieuse et frénétique, « Qui est-ce » Il pensait que j'étais une intruse. Il pensait que j'étais un problème pour la sécurité. J'ignorais les murmures qui enflèrent autour de moi. Je marchais droit dans l'allée centrale, mes bottes frappant le marbre avec une précision militaire. Je ne regardais pas les flashs des appareils photo dans la tribune de la presse. Je ne regardais pas le commissaire qui déplaçait sa main vers sa ceinture. Je gardais les yeux fixés sur le cercueil en acajou à l'avant de la salle. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour briser une image. Avant de vous dire ce qu'il a murmuré au commissaire quand il a finalement reconnu mes yeux, dites-moi, avez-vous déjà dû devenir quelqu'un d'autre juste pour survivre à votre propre famille ? Alain m'a rejointe à 1 mètre du cercueil en acajou. Pour les caméras positionnées dans la tribune du chœur, cela ressemblait à un père éploré tendant les bras pour étreindre une fille prodigue. Il ouvrit les bras, son visage un masque de pardon tragique. Mais je connaissais l'homme derrière le masque. Alors qu'il me serrait dans ses bras, ses doigts s'enfoncèrent dans mes triceps avec une force brutale. Il se pencha tout près, son souffle chaud contre mon oreille, sentant la menthe poivrée et la pourriture. Fais semblant, sale morveuse ingrate, siffla-t-il, sa voix si basse que moi seul pouvais l'entendre. Fais demi-tour, sors par la porte latérale, et disparaît. Si tu fais une scène ici, je t'enterrerai si profond que personne ne te retrouvera jamais. Pendant une fraction de seconde, la jeune fille de 16 ans qui l'avait supplié de ne pas l'abandonner sur le bord de l'autoroute vacilla dans ma poitrine. Elle voulait fuir. Elle voulait s'excuser. Mais cette fille est morte il y a 20 ans dans un foyer pour sans-abri. La femme qui se tenait à sa place était Hélène, 36 ans, une commandante tactique qui avait mené des équipes à travers des zones de guerre qui faisaient passer cette cathédrale pour un terrain de jeu. Je ne me suis pas dégagé violemment. Je n'ai pas crié. J'ai simplement exécuté un désengagement standard en combat rapproché. J'ai fait un pas de côté, brisant sa prise avec une subtile torsion de mon épaule, le laissant agripper le vide. Il trébucha, à peine, son sang-froid se fissurant une fraction de seconde. Je passai devant lui. Je montai à la chaire qu'il venait de quitter. Le microphone était encore chaud. Je l'ajustai, le métal froid sous mes doigts gantés. Le silence dans la pièce devint tendu, comme un élastique sur le point de claquer. Mon père, dis-je, ma voix projetée et ferme, entraînée pour percer le bruit des moteurs et des coups de feu, a passé 20 ans à vous raconter une histoire. Alain se tenait figé près du premier banc, son visage se vidant de toute couleur. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Il vous a dit que je m'étais enfui. Il vous a dit que j'étais toxicomane. Il vous a dit que j'avais brisé le cœur de ma mère. Je balayai la foule du regard, croisant celui des anciens de l'église, des membres du conseil municipal, des gens qui avaient eu pitié d'Alain pendant des décennies. Mais je ne me suis pas enfui. J'ai été rejeté. Il y a 20 ans, il m'a conduite jusqu'à la frontière du département, a jeté un sac poubelle contenant mes vêtements dans un fossé, et m'a dit de ne jamais revenir parce que j'étais un inconvénient pour sa campagne. Un murmure ondula à travers les bancs. Il commença bas et monta rapidement, une marée de choc et de confusion. Alain fit un pas vers moi, la main à moitié levée, mais il s'arrêta. Il savait que les caméras tournaient. Il était piégé dans sa propre performance. Je ne suis pas morte dans ce fossé, continuai-je. J'ai survécu. Je me suis engagé. J'ai servi. Et j'ai construit une vie qui n'a rien à voir avec les mensonges de cette ville. Je baissai les yeux sur lui. Il avait l'air petit. Le géant menaçant de mon enfance s'était réduit à un vieil homme mesquin et effrayé dans un costume coûteux. Et contrairement à ce qu'il vous a dit, je ne suis pas venu ici seul. Je désignais le premier rang.
Étienne se leva. Il ne fit pas de signe de la main. Il ne sourit pas. Il se tint au garde à vous, 1,88 m de capacité tranquille et dangereuse, portant un costume anthracite qui lui allait comme une armure. Il croisa le regard d'Alain et fit un unique élan hochement de tête. « Voici mon mari, dis-je. » Étienne. Alain regarda de moi à Étienne, et pour la première fois de ma vie, je vis la peur dans ses yeux. Il s'affaissa légèrement, ses mains pendantes, inutiles, le long de son corps. Le récit qu'il avait soigneusement élaboré pendant 2 décennies venait d'être décapité en moins de 2 minutes. Je descendis de la chaire. L'air semblait plus léger. Je l'avais dit. Je l'avais démasqué. Je me dirigeai vers le cercueil pour enfin présenter mes respects, sentant l'adrénaline se retirer pour laisser place à un calme sentiment de victoire. Je pensais que c'était fini. Je pensais que j'avais gagné. J'étais naïve. J'aurais dû m'en douter. On ne bat pas un homme comme Alain en l'embarrassant. On ne fait que le rendre dangereux. Je lui tournai le dos pour me diriger vers le cercueil, ma main tendue pour toucher le bois poli une dernière fois. Je pensais que le silence dans la pièce était celui du respect. Je pensais que j'avais gagné. Mais derrière moi, le son d'un unique et vif claquement de doigts déchira l'air comme un coup de pistolet. Les lourdes portes latérales de la cathédrale s'ouvrirent brusquement. Le bruit sourd des bottes tactiques sur le sol en pierre noya le faible bourdonnement de l'orgue. Je me retournai, ma main planant à quelques centimètres des fleurs de ma mère. Le commissaire Bernard était déjà à mi-chemin de l'allée. Il ne marchait pas comme un homme présentant ses condoléances. Il marchait comme un homme menant un raid. 2 agents le flanquaient, leurs mains reposant de manière menaçante sur leur ceinture. Il ne regardait pas Alain. Il me regardait droit dans les yeux. Alain ne s'était pas effondré de défaite. Il se tenait de nouveau droit, ajustant sa veste, un rictus froid et satisfait retroussant le coin de sa bouche. Il n'avait pas eu peur de mon retour. Il avait compté dessus. « Commissaire, » dit Alain, sa voix se projetant facilement jusqu'au dernier banc. « S'il vous plaît, faites sortir cette femme. Elle trouble l'ordre public. » Hélène Dubois, aboya le commissaire, entrant dans mon espace personnel, me bloquant le chemin vers la sortie. « Vous êtes en état d'arrestation. » Je ne bronchais pas, pour quel motif ? « Fraude, » dit Bernard, sortant une paire de menottes de sa ceinture. Le métal capta la lumière, scintillant d'argent. Usurpation d'identité et usurpation de la fonction d'officier militaire. L'accusation me frappa plus fort qu'un coup physique. L'honneur volé. Il m'accusait de simuler le service même qui m'avait sauvé la vie. Il me dépouillait de la seule chose que j'avais construite et qui était entièrement, indéniablement mienne. C'est un mensonge, dis-je, ma voix baissant d'une octave, d'un calme mortel, et vous le savez. Arrêtez-la, ordonna Alain. Les agents s'approchèrent. L'un d'eux attrapa mon bras gauche, sa prise inutilement brutale, me tordant le poignet dans le dos. La douleur fut vive, immédiate. Mais je ne me débattis pas. Je connaissais le protocole. Résister maintenant ne ferait que leur donner les images qu'ils voulaient. Je regardais la congrégation, 500 personnes, des gens qui avaient connu ma mère, des gens qui m'avaient vu grandir. J'attendis que quelqu'un se lève. J'attendis qu'une seule voix s'élève contre cette folie, mais personne ne bougea. Et dans cette fraction de seconde, en scrutant leur visage la pitié, les yeux détournés, les hochements de tête moralisateurs, je compris enfin la véritable profondeur de ce qu'Alain avait fait. C'était le piège que je n'avais pas vu venir. Pendant 20 ans, alors que je dormais dans des casernes et menais des patrouilles, Alain ne s'était pas contenté de m'effacer. Il m'avait réécrite. Il avait passé 2 décennies à jouer le rôle du père pieux et navré, portant une croix que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque dimanche, il avait dû se tenir à cette chaire et demander des prières pour sa fille tourmentée. Il avait dû murmurer des histoires lors de repas paroissiaux sur ma toxicomanie, mes crises de nerfs, mes délires. Il avait normalisé la cruauté. Il avait tordu le récit si complètement que pour ces gens, voir le commissaire menotter une femme en uniforme de cérémonie ne ressemblait pas à un abus. Cela ressemblait à une intervention. Il ne voyait pas une commandante se faire piéger. Il voyait une femme malade et dangereuse recevoir enfin l'aide pour laquelle son saint de père avait prié. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils avaient peur. Ils étaient silencieux parce qu'ils pensaient qu'il avait raison. Alain s'approcha, jouant parfaitement pour son public. Il secoua la tête, me regardant avec une interprétation de tristesse profonde et lasse.
Je suis désolé, tout le monde, dit-il, sa voix tremblant juste assez pour paraître convaincante. Nous avons essayé de garder cela privé. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien depuis longtemps. Cet uniforme, cette comédie. Ce n'est qu'une autre crise. Il me regarda, ses yeux morts et durs comme la pierre. Faites-la sortir d'ici, commissaire. Avant qu'elle ne se blesse. Les menottes se refermèrent sur mes poignets. Le son était final. J'étais piégé au centre du sanctuaire, entouré d'hommes armés et d'une ville qui me croyait un monstre. Étienne se tenait à quelques mètres de là, ses muscles tendus, prêts à bondir. Je croisai son regard et fis un signe de tête presque imperceptible. Pas encore. Alain se pencha alors que les agents commençaient à m'éloigner du corps de ma mère. Je te l'avais dit, murmura-t-il, un sourire effleurant ses lèvres. Tu n'as pas de nom ici, à moins que je ne t'en donne un. L'acier des menottes mordit mes poignets, froid et impitoyable. La sensation n'était pas nouvelle. Je l'avais ressenti lors d'exercices d'entraînement, à l'école de survie, évasion, résistance et fuite, dans des situations bien plus dangereuses que les funérailles d'un politicien. Mais cette froideur spécifique, ce pincement métallique et aigu, ne me ramena pas au camp d'entraînement. Elle me projeta sur un bas-côté en gravier de la route nationale 7, il y a exactement 20 ans. Le souvenir me frappa avec la force d'un coup physique. Borne kilométrique 114. Il pleuvait cette nuit-là, un grésil glacial et de travers qui me piquait le visage. J'avais 16 ans, je portais une fine veste en jean et je tenais un grand sac poubelle noir qui contenait tout ce que je possédais. Alain n'avait même pas coupé le moteur. Il s'était penché sur le siège passager, avait déverrouillé la portière et m'avait poussé dehors. « Tu es un cancer, Hélène », avait-il dit, sa voix plate, dépourvue de toute trace de paternité. « Je t'excise avant que tu ne tues l'hôte. » Je me souvenais avoir martelé la vitre alors qu'il s'éloignait. Je me souvenais avoir couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, criant pour qu'il revienne, croyant que si je m'excusais assez, si je me faisais assez petite, il ferait demi-tour. J'ai passé cette nuit-là recroquevillé sous un pont en béton, tremblant si violemment que je pensais que mes dents allaient se briser, attendant un sauveur qui n'est jamais venu. Le commissaire tira sur mon bras, me faisant perdre l'équilibre et me ramenant brutalement au présent. Je regardais Alain. Il me regardait avec la même expression qu'il avait eue cette nuit-là sur la route nationale 7, un mélange de mépris et de soulagement. Il ne se contentait pas de m'arrêter. Il finissait le travail. Il s'éloignait à nouveau, me laissant sur le bord de la route. Sauf que cette fois, la route était une cellule de prison, et le sac poubelle un casier judiciaire. Mais il a fait une erreur de calcul critique. Il cherchait la jeune fille de 16 ans qui pleurait sous la pluie. Il ne réalisait pas qu'il regardait une femme qui avait passé 2 décennies à apprendre à chasser les prédateurs dans le noir. Je ne me suis pas dégagé du commissaire. Je n'ai pas imploré sa pitié. J'ai laissé le métal s'enfoncer dans ma peau, utilisant la douleur comme point de concentration. Dans la marine nationale, nous appelons cela la patience tactique. Vous laissez l'ennemi s'engager. Vous le laissez étendre ses lignes jusqu'à ce qu'il soit si confiant, si surexposé, qu'il expose sa gorge. Alain pensait que c'était un tour d'honneur. Je l'ai vu pour ce que c'était, un aveu. En m'arrêtant, il ne faisait pas que réduire une fille au silence. Il utilisait la loi comme une arme pour protéger un mensonge. Et ce faisant, il venait de me donner l'autorisation morale de le détruire. Je le fixais dans les yeux. Je ne clignais pas. Je le laissais voir le changement. Je le laissais voir le moment où le chagrin s'évapora, remplacé par le calcul froid et dur de la rétribution. Tu aurais dû vérifier ton rétroviseur, papa, pensais-je. Tu aurais dû t'assurer que j'étais bien morte. J'ai cessé de résister aux agents. J'ai redressé ma colonne vertébrale, ramenant mes épaules en arrière pour que mes rubans captent la lumière. Même menotté, je me tenais au garde à vous. Vous faites une erreur, commissaire, dis-je, ma voix basse et dénuée de peur. Dites ça au juge, cracha Bernard, me poussant vers l'allée. Je regardai par-delà lui, vers Étienne. Il n'avait pas bougé. Son visage était un masque de pierre, mais sa main reposait nonchalamment dans la poche de sa veste. Il haussa un sourcil, une question silencieuse. Feu vert ? Je fis un signe de tête microscopique. Mais le feu a tout. J'arrêtai de lutter contre les menottes. Je relâchai mes muscles. Non pas en signe de reddition, mais dans un changement de posture.
En combat rapproché, on ne gaspille pas d'énergie à pousser contre un mur. On trouve la fissure et on la fait voler en éclats. Commissaire, dis-je, ma voix se projetant clairement jusqu'au fond de la cathédrale, vers les journalistes que je savais groupés près des fonts baptismaux. Je suis une officière commissionnée de la Marine nationale. Avez-vous un représentant de la justice militaire présent? Bernard cligna des yeux, déstabilisé. Je n'ai pas besoin d'un représentant de la justice militaire pour arrêter une fraudeuse. Si vous voulez que les charges tiennent, répliquai-je, d'un ton clinique, ennuyé. Sinon, vous êtes juste en train de kidnapper une employée de l'État devant un parterre de journalistes en direct. Je vis les caméras au dernier rang pivoter. Les voyants rouges s'allumèrent. Bernard hésita, ses yeux se tournant vers Alain pour des instructions. C'était la fissure. Je pivotai, tournant le dos au commissaire et faisant face à mon père. Les menottes limitaient mes mouvements, mais elles ne limitaient pas ma voix. Il ne s'agit pas d'usurpation de mérite militaire, Alain, dis-je. Et il ne s'agit pas de maman. Il s'agit de la ligne du bénéficiaire sur sa police d'assurance vie. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. La pitié s'évapora, remplacée par la charge électrique et vive d'un scandale éclatant en temps réel. Alain se raidit. Tu délires, ricana-t-il, mais ses yeux étaient tendus, paniqués. Il s'agit de ta santé mentale. Vraiment, insistai-je, m'avançant vers lui. Les agents me saisirent les bras, mais je n'arrêtai pas de parler. 2 300 000 €, papa. C'est le montant de la police de maman. La police qu'elle a souscrite il y a 20 ans. La semaine après que tu m'as mise à la porte. La police qu'elle t'a cachée parce qu'elle savait exactement ce que tu ferais si tu la trouvais. Elle était malade. Cria Alain, son sang-froid se brisant. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu l'as manipulée. Je ne lui ai pas parlé depuis 20 ans parce que tu ne me laissais pas faire, rétorquai-je. Alors, comment l'aurais-je manipulée? Ou peut-être qu'elle t'a simplement vu enfin pour ce que tu es. Je le provoquais. Je le poussais à découvert, le forçant à défendre sa cupidité plutôt que son deuil. J'avais besoin qu'il revendique la possession. J'avais besoin qu'il admette qu'il avait les documents. Tu n'as aucun droit ici, rugit Alain, s'avançant dans l'allée, oubliant les caméras, oubliant son rôle de veuf éploré. Cet argent appartient à cette famille, à la succession. Pas à une fugueuse qui débarque pour demander l'aumône. Je n'ai pas besoin de l'aumône, dis-je, froide comme la glace. Je gagne plus en un mois que tu n'en voles en un an. La foule haleta. Alain devint violet. Tu crois que tu peux venir dans ma ville, dans mon église, et me demander des comptes, cracha-t-il. Je crois que tu es terrifié, dis-je. Parce que tu sais que cette police me nomme comme seul bénéficiaire. Et tu sais que si je sors d'ici en femme libre, tu perds tout. C'est pour ça que le commissaire est ici. C'est pour ça que tu essaies de m'enterrer. Ce n'est pas une intervention, papa. C'est un braquage. Je regardai par-delà lui, vers Étienne. Il se tenait parfaitement immobile, son téléphone tenu nonchalamment à son côté. Écran noir, mais son pouce planant sur le bouton latéral. Nous avions répété cela. Nous savions exactement où se trouvait le point de rupture. Alain regarda autour de la pièce. Il vit le doute s'insinuer sur les visages de ses électeurs. Il vit le commissaire paraître incertain. Il réalisa qu'il était à nouveau en train de perdre le contrôle du récit. Il devait mettre fin à cela. Il lui fallait un atout-maître. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. « Tu veux parler de la police » siffla-t-il, une lueur maniaque entrant dans ses yeux. « Parlons de la police. » Mon pouce accéléra. Je l'ai eu. Alain ne sortit pas seulement un morceau de papier. Il sortit une arme. C'était une simple feuille de papier bon épais, froissée d'avoir été pliée dans sa poche. Mais le sceau notarial en bas était sans équivoque. C'était le formulaire de désignation du bénéficiaire. Le seul document qui prouvait que ma mère avait l'intention que chaque centime de ces 2 300 000 € me revienne, à moi, et non à lui. Cette police, ricana-t-il, la brandissant pour que la lumière des vitraux frappe le sceau. Celle dont tu prétends qu'elle te nomme. Étrange, parce que la copie que j'ai dit que ta mère a tout cédé à la succession 3 jours avant sa mort. Je fixai la signature en bas. Elle était tremblante, à peine lisible. L'écriture d'une femme mourante qui avait été contrainte, droguée ou dont la signature avait été falsifiée.
Peu importait. À ce moment-là, dans cette pièce, cela semblait officiel. C'est un faux, dis-je, la voix tendue. Maman n'aurait pas signé ça. Prouve-le, dit Alain. Il rit, un aboiement court et sec qui résonna contre les murs de pierre. Tu ne peux pas. Parce que tu es une fraudeuse menottée, et je suis le maire. Je suis le veuf éploré. Et ça, il agita le papier en l'air comme un drapeau, ce n'est qu'un morceau de papier. Il replongea la main dans sa poche. Cette fois, il en sortit un briquet en argent. Le commissaire resserra sa prise sur mon bras, anticipant mon mouvement, mais je ne bougeais pas. Je restais figé, regardant Alain tourner la molette. La flamme jaillit, petite et bleue, dansant dans l'air stagnant du sanctuaire. L'église halta lorsqu'Alain mit le feu au document, brûlant une preuve devant des centaines de personnes, convaincues d'être intouchables. La fumée s'enroula dans l'air tandis que la signature de ma mère disparaissait dans les flammes. Je me débattis, criant au commissaire de l'arrêter. Personne ne bougea. Les agents regardèrent en silence mon héritage se transformer en cendres. Alain écrasa les restes sous sa chaussure, souriant. Il dit à la foule que c'était sans importance, une copie, un mensonge, et déclara qu'il n'y avait pas de police, seulement une fille malade qui devait retourner à l'hôpital. Il se pencha tout près et murmura qu'il m'avait effacé une fois et qu'il l'avait refait. Le commissaire m'entraîna alors que la salle murmurait. La vérité semblait avoir disparu. Mais Alain se trompait sur une chose. Il pensait que ce papier était mon levier. En le brûlant, il croyait mettre fin à mon existence. En réalité, cela a tout déclenché. J'arrêtai de résister. Je souris. J'espérais que vous feriez ça, dis-je calmement. J'avais besoin que vous détruisiez une preuve devant des témoins. Alain ricana jusqu'à ce qu'Étienne s'avance, montre son insigne et s'identifie comme agent spécial de l'Office central de lutte contre la corruption. 6 personnes en deuil se levèrent dans les bancs, laissant tomber leurs manteaux pour révéler des gilets de la police judiciaire. Le commissaire porta la main à son arme et se figea. Alain paniqua, criant au cou monté. Je lui dis que je ne l'avais pas piégé, je l'avais simplement laissé être lui-même. Puis je produisis la vérité. De la poche de mon uniforme, je sortis une enveloppe scellée. La police d'assurance originale, certifiée, en sécurité. Ma mère l'avait postée des semaines avant sa mort, avec un journal documentant 20 ans de pots de vin, de dessous table et de fonds publics détournés. Elle n'avait pas été faible. Elle avait été patiente. Elle ne m'a pas laissé de l'argent, lui dis-je. Elle m'a laissé la carte pour t'enterrer. Alain s'effondra alors que les agents se rapprochaient. Étienne le menotta pour fraude électronique, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Quand Alain m'implora en tant que sa fille, je répondis simplement, je n'avais pas de père. J'avais une cible. Ils le traînèrent dehors pendant que les caméras diffusaient sa chute en direct. Dans le silence qui suivit, je saluai le cercueil de ma mère. Elle avait joué sur le long terme et avait gagné. La ville tomba peu de temps après. Le commissariat corrompu fut démantelé. Plus tard, j'achetai l'ancien poste de police avec l'argent de ma mère et le transformai en un refuge pour jeunes. Portes ouvertes, toujours éclairées. Mon père a essayé de m'effacer. Au lieu de cela, il m'a donné le plan pour le détruire.